Bonsoir, nous sommes le mardi 31 mai. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8 Le Journal. Tout de suite, on commence avec les titres de cette édition. Les Yvelines placées en alerte orange à cause des intempéries. Le département a été victime de fortes précipitations dans la nuit de lundi à mardi. Les conséquences sont lourdes sur les routes, mais aussi pour les transports en commun. Le point dans cette édition. Du 30 mai au 5 juin, c'est la semaine européenne du développement durable en France. Pour l'occasion, Saint-Quentin-en-Yvelines multiplie les initiatives. Pour nous en parler ce soir, Jean-Pierre Pluyot, en charge de l'environnement pour l'agglomération, et Marie Cousin, présidente de l'association Sème qui peut. Et du cinéma pour lutter contre les dangers de la route et faire de la prévention auprès des usagers. Hier, le film Tout est permis, réalisé par Colline Serrault, a été diffusé à l'UGC de Saint-Quentin-en-Yvelines dans le cadre de la quinzaine de la sécurité routière pour les usagers vulnérables, un moyen d'aider dans leur action les partenaires de l'éducation routière du territoire yvelinois. Et je vous le disais en titre, les Yvelines ont été victimes de fortes précipitations dans la nuit de lundi à mardi. Les conséquences sont lourdes. Une dizaine de routes départementales a été fermée et des coupures électriques locales ont été enregistrées. Sur le réseau SNCF, les lignes Rambouillet-Épernon et Rambouillet-Chartres étaient fermées dans la matinée et même en début d'après-midi suite à la chute d'arbres sur les voies. Et la ligne de train de Saint-Cyr a connu des ralentissements. Dans les Yvelines, à Plaisir, la ville a été particulièrement touchée par ces intempéries. Le centre-ville a été partiellement inondé, comme vous pouvez le voir sur ces images. Les secteurs submergés par les eaux concernent le château de la ville et le quartier du stade des Peupliers. On écoute les réactions des habitants de la commune. Ils étaient au micro de Mickaël Elmidoro. Pour le moment, j'ai juste sorti la voiture du parking en sous-sol et je l'ai mis sur le parking de l'église. Ça fait 10 ans et moi c'est la première fois que je vois ça. J'avais pas vu ça avant et j'ai toujours habité dans la région et j'ai pas eu de soucis comme ça. Mon jardin est inondé, je peux rien faire, j'ai mis des plantations, tout est mort, hein, tout est inondé, hein, toutes les plantations qu'on a mis dans le jardin, c'est fichu. Voilà, on fait avec, hein, je vous dis. En 24 heures, il est tombé 56 mm d'eau sur Trappes alors que la normale pour le mois de mai est de 63,9 mm. La vigilance orange est levée depuis ce midi, mais dans les jours à venir, le temps devrait être moins capricieux, rassurez-vous. Et hier, au cinéma UGC de Montigny-le-Bretonneux, le film Tout est permis, réalisé par Colline Serrault, a été projeté aux partenaires de l'éducation routière yvelinoise. L'opération a eu lieu dans le cadre de la quinzaine de la sécurité routière en Ile-de-France, qui se déroule jusqu'au 5 juin. Serge Morvan, préfet des Yvelines, et Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, ont fait le déplacement pour engager le dialogue. Camille Lambert et Manon Labatte. Les stages de récupération de points n'ont jamais été aussi vidéogéniques. Tout est permis, le film de Colline Serrault sur la sécurité routière a été projeté lundi 30 mai à l'UGC de Montigny-le-Bretonneux. Un événement dans le cadre de la quinzaine régionale de la sécurité routière débuté le 23 mai, l'occasion de faire le point sur la situation dans le département. Ce mois de mai a été particulièrement meurtrier, avec près de 7 morts sur nos routes, dont 4 motards. C'est beaucoup trop. Donc il faut que nous reprenions et que nous accentuions encore le contrôle, la répression, la sécurité, la prévention. Cet après-midi était dédié aux professionnels de l'éducation routière du département. Le délégué interministériel à la sécurité routière a fait le déplacement pour engager le dialogue. Ça a été l'occasion d'un débat qui a montré que ce film est véritablement très intéressant et il y a eu, ça m'a frappé, beaucoup de gens dans la salle qui se sont demandé comment à leur tour le projeter éventuellement à des publics de jeunes ou des publics de jeunes professionnels. Une projection qui permettrait d'appuyer l'enseignement des auto-écoles. Et oui, c'est certainement utile parce que ça montre bien le comportement de nos concitoyens dans ces stages. Parfois on est un peu atterré. Ça peut être très efficace pour la sécurité routière et ça j'en suis très convaincue. Un constat partagé par le plus jeune spectateur de la salle. Plus sensibiliser les plus jeunes. Donc je pense qu'on ne le fait pas assez. Ouais. Avec des reportages comme ça, avec des images concrètes et des vrais témoignages. De nombreux rendez-vous sont encore programmés jusqu'à mi-juin. Dans les Yvelines, l'année 2015 a enregistré une hausse de 8% du nombre de personnes tuées par rapport à 2014. Selon l'Observatoire national de la sécurité routière, en France, plus de 3400 personnes sont décédées sur les routes l'an dernier.
Politique à présent, jeudi soir, Jacques Millard, candidat à la primaire de la droite, était à Versailles pour une réunion publique à l'auditorium de l'université Interage. Le député maire Les Républicains de Maisons-Laffitte avait déjà lancé sa campagne le 5 mai dernier en présentant son manifeste pour la nation. Pour l'instant, en recherche de parrainage, Jacques Millard a présenté les grandes lignes de son programme, comme vous l'expliquaient Mélanie Poquet et William L. Il est l'un des 11 candidats déclarés à la primaire de la droite. Jacques Millard, député maire Les Républicains de Maisons-Laffitte, était à Versailles jeudi soir pour présenter son programme. Un programme axé sur la souveraineté de la France et la réorganisation de l'État. Mon objectif, c'est que la France retrouve la souveraineté, c'est que la France soit maîtresse de ses destins, que vous soyez libre, que la liberté collective assure votre liberté et que nous ne subissions pas les dictats ni de Bruxelles ni d'ailleurs. Le député maire qui a sorti son manifeste pour la nation tiré à 30 000 exemplaires se positionne dans la primaire comme gaulliste, souverainiste et compte donner un rang à la France sur la scène internationale. Malheureusement, aujourd'hui, la France a disparu de la scène internationale. En Europe, elle ne compte plus face à l'Allemagne. Elle a fait des fautes vis-à-vis de la Russie. Et au Proche et au Moyen-Orient, elle a complètement disparu aussi. Et ce que je souhaite, c'est que mon pays revienne dans le concert des nations pour dire ce qu'il a à dire, d'une manière libre, souveraine et déterminée. Pour le moment, Jacques Millard n'aurait pas encore acquis les parrainages des 20 parlementaires nécessaires pour accéder à la primaire. Il mène un combat très courageux, Jacques Millard. Il sait très bien, si vous voulez, que dans le cadre de ces primaires de la droite, je pense qu'il sait très bien qu'il n'a pas beaucoup de chance. Mais il le fait pour faire avancer les idées qu'il développe. C'est, je pense, un candidat très intéressant au niveau de ses idées. Et un peu pour ma culture aussi, pour entretenir mon choix aussi pour les primaires. Si on entend les programmes de chacun, ça nous permet d'avoir un meilleur choix au final. Pour le parti à la fin. En plus des 20 parlementaires, Jacques Millard devra récolter les parrainages de 250 élus et 2500 adhérents. Des parrainages qu'il compte obtenir en multipliant ses réunions à travers la France durant ces prochains jours. Il est temps à présent de passer à notre entretien. Il est temps à présent de passer à notre entretien. Nous allons parler environnement. La Semaine européenne du développement durable se déroule du lundi 30 mai au dimanche 5 juin. Pour nous en parler, aujourd'hui, notre invité Jean-Pierre Plouillot. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le 11e vice-président de 50 ans en Yvelines en charge du patrimoine bâti communautaire, espace vert aquatique, également développement durable. Alors la thématique de la 14e édition de la Semaine du développement durable européenne, donc dans la continuité de la COP21, portera sur la mobilisation citoyenne et la lutte contre le réchauffement climatique. C'est un événement important pour l'agglomération de 50 ans en Yvelines. Il y a beaucoup de manifestations qui sont organisées. C'est un événement important puisque nous travaillons sur l'agenda 21, sur le plan, le PAECT, qui est un plan climat-énergie pour les années à venir. Donc effectivement, cette semaine est particulière. Il faut mobiliser au maximum les enfants et les adultes sur le sujet. Alors justement, les adultes, il y a des initiatives organisées, mais beaucoup aussi sur les enfants, notamment donc, avec les médiathèques, avec la réserve naturelle de l'île de loisirs. C'est de l'éducation à faire, de la sensibilisation. Il faut vraiment en parler dès le plus jeune âge. Il faut en parler dès le plus jeune âge, puisqu'on s'aperçoit que c'est par les enfants que les choses peuvent évoluer. Ça a été le cas sur d'autres sujets. Donc je crois que c'est important de mobiliser l'ensemble des enfants sur le sujet. Est-ce que selon vous, les citoyens de Saint-Quentin en Yvelines sont suffisamment impliqués, suffisamment sensibilisés à ces problématiques de développement durable ? Ils sont tous impliqués, on le voit dans nos différentes réunions que l'on peut faire, impliqués sur la mobilité, impliqués sur les économies d'énergie dans leurs bâtiments, grâce d'ailleurs à l'ALEC qui les conseille. Et nous sommes aussi des élus impliqués dans les nouveaux quartiers que nous voulons réaliser, puisque par exemple le quartier de la Remise sera un éco-quartier. Nous étudions actuellement les différentes solutions pour avoir un quartier très économe en énergie. Alors notamment donc, dans les médiathèques, il y a donc les itinéraires poétiques, donc ça c'est à destination à des enfants. La réserve naturelle aussi, vous avez souhaité l'impliquer dans cette semaine européenne du développement durable ? On a souhaité impliquer tous les acteurs du territoire, qu'ils soient la réserve naturelle, que ce soit les médiathèques,
et ceci sur les 12 communes de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors l'OVSQ, l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, participe également. À Voisins le Bretonneux, vous organisez le 3e forum élus citoyens pour la transition énergétique organisé par l'ALEC. Alors qu'est-ce que c'est un petit peu, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ce sont des lieux, des ateliers de travail où les gens étudient ensemble les solutions qui peuvent permettre de mieux économiser l'énergie. Et du coup, votre rôle d'élu par rapport à ça, justement, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles Saint-Quentin-en-Yvelines travaille en ce moment dans cette thématique? Nous travaillons sur plusieurs sujets, puisque les solutions, nous ne les connaissons pas toutes. Et par exemple, sur les écoquartiers... Alors, qu'est-ce que c'est que les écoquartiers pour ceux Un qui ne connaissent écoquartier, c'est un quartier qui est très économe en énergie. Et donc, nous étudions les différentes solutions qui peuvent nous permettre, pour chauffer les bâtiments, les isoler le mieux possible, de manière à ce que nous n'ayons pas de dépenses supérieures en énergie par rapport aux besoins. L'habitat participatif également, alors il y a des projets qui émergent à la Verrière, c'est quelque chose qui intéresse l'agglomération? Ça intéresse l'agglomération et tous les élus sont impliqués, quelle que soit la commune de notre agglomération. Est-ce qu'avec l'élargissement de l'agglomération, maintenant on a 12, il y a des choses qui vont changer au niveau du développement durable, plus d'actions en commun, je pense notamment au tri des déchets? Le tri des déchets, c'est aujourd'hui une question importante. Nous pouvons regarder, par exemple, je vais prendre le cas de la commune de Montigny. Nos déchets par habitant sont de 395 kg, alors que la moyenne départementale est à 480 kg. Donc on a un effort important, mais qui est développé sur les 12 communes pour recycler le maximum d'objets ou de choses qui peuvent l'être. Est-ce que toutes les communes sont au même niveau? Certaines doivent peut-être plus s'impliquer que d'autres. Comment vous voyez ça, vous, de votre point de vue? C'est un de mes collègues qui s'occupe des ordres ménagères, mais on est tous impliqués et notre objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Alors, à la fin de cette semaine, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne justement de la semaine du développement durable? Eh bien, qu'on retienne que c'est l'affaire de tous. C'est pas l'affaire que des collectivités, c'est l'affaire de tous les citoyens si on veut arriver à empêcher le réchauffement climatique. Un rendez-vous peut-être dans le programme à ne pas rater si on ne devait en retenir qu'un? Ils sont tous sur le même pied, donc c'est compliqué d'en choisir un. Je dirais, ma préférence, c'est celui de la réserve naturelle. Pour les enfants, donc voilà, que les parents n'hésitent pas à emmener les enfants, parce que c'est un problème qui concerne tout le monde. Merci beaucoup, Jean-Pierre Pluet, d'être venu sur notre plateau et d'avoir accepté notre invitation. La semaine du développement durable, donc c'est du lundi 30 mai jusqu'au dimanche 5 juin. Si vous voulez plus d'informations sur toutes les initiatives qui sont organisées, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Saint-Quentin-en-Yvelines. Deuxième invité pour la semaine du développement durable à Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous recevons en plateau Marie Cousin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'association Sème qui peut. Merci d'être venue sur notre plateau et d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous organisez une initiative découverte dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable à Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est une visite découverte de votre jardin partagé, donc à l'OVSQ, le laboratoire de l'Université de Saint-Quentin-en-Yvelines, le 4 juin entre 8h30 et 13h30. Comment cela va se dérouler ? Alors, on a des bénévoles très actifs qui vont être là à mes côtés pour pouvoir accueillir petits et grands à découvrir cette initiative qui est née en 2013 et les différentes techniques de culture qui sont appliquées sur le jardin partagé. Alors, c'est un jardin partagé, c'est vous qui avez fondé cette association? Totalement. À la base, en fait, c'était issu d'une étude de faisabilité que j'ai fait dans le cadre de mon master de fin d'année d'études. Et puis, très vite, il y a eu de la demande, donc de nombreux bénévoles à la fois issus de la communauté universitaire, donc les étudiants, mais aussi les salariés, les enseignants, les chercheurs qui étaient présents et les riverains. Alors comment ça se déroule un peu? Tout le monde peut venir dans ce jardin partagé? Totalement, aux heures d'ouverture du site de l'OVSQ, donc qui sont du lundi au vendredi de 9h à 19h en pleine saison, et ponctuellement sur rendez-vous en prenant contact au préalable avec l'association. Alors dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, quel message vous voulez faire passer justement aux gens qui vont venir? Alors principalement, comme la thématique en plus est orientée sur le zéro phyto, nous on a eu cette problématique qui s'est posée dès le départ, de savoir qu'on est sur un site qui est prêté gracieusement par l'université et on a une volonté de ne pas
ingérer de mauvaises toxines par notre alimentation de nos propres légumes. Donc du coup, impliquer directement les gens sur la possibilité de cultiver sans pesticides, sans intrants chimiques. Alors c'est à destination du grand public, même les enfants peuvent participer? Totalement. Au quotidien, on accueille aussi des groupes scolaires issus de la communauté d'agglomération, donc pas de souci. C'est une association, mais en même temps, c'est pas vraiment comme les AMAP, le rôle est différent. Voilà, la totalement. différence, justement. Alors une AMAP va être là pour régulièrement faire profiter les adhérents de paniers de légumes, de pain ou d'œufs auprès d'un exploitant local, directement en contrat avec lui, avec l'intermédiaire, comme ça l'intermédiaire, l'association. Ici, un jardin partagé, c'est un engagement direct, c'est-à-dire que les gens vont cultiver leurs propres légumes, les récolter, les partager ensemble, et ça n'a pas vocation à remplacer une AMAP ou des courses quotidiennes chez n'importe quel épicier. Ah, donc il y a des volontés futures de développement. Est-ce que vous voudriez faire plus de jardins partagés, que ça s'ouvre à plus de monde? Alors on aimerait effectivement, éventuellement, plus on est rejoint par des bénévoles, agrandir la surface exploitée. Pour le moment, on est sur 250 mètres carrés de jardin, mais il y a 8000 mètres carrés exploitables sur ce site. Donc potentiellement, s'il y a de nouveaux venus, on les accueillera volontiers, il y a de la place. Et justement, comment on fait pour vous rejoindre? Alors tout simplement en nous contactant soit sur les réseaux sociaux, Sem qui peut, et sinon par mail, semquipeut@gmail.com, un petit mail et puis on vous rajoute à la liste des diffusions des membres. Comment l'université vous a aidé justement pour développer ce jardin, son action en fait justement au sein de votre association? Ça s'est passé comment? Alors tout bêtement, dans le cadre de mon stage, il y a eu un appui tout simplement logistique en me dédiant un bureau à l'OVSQ pour pouvoir étudier, pour faire cette étude de faisabilité, et puis à la fois le terrain également, puisque c'est un site qui appartient à l'éducation nationale et à l'université en l'occurrence. Il y a des volontés, je sais pas, de faire peut-être d'autres recherches, de faire diverses actions, peut-être à destination de 50 ans en Yvelines ou des étudiants par ce biais? Totalement, on fait d'autres projets aussi, puisque les motivations principales, c'est issu de nos bénévoles, donc en fonction de ce qu'ils ont envie de faire, on développe d'autres projets, et en l'occurrence, comme c'est un volet sensibilisateur, on organise aussi des projections débats, des ateliers semis vers l'extérieur, plein de petites choses pour s'insérer aussi dans la communauté d'agglomération. Il y a une prochaine projection qui est bientôt prévue, il me semble. Totalement, au grenier à sel à Trappes le 29 juin à 20h30, et il y a des préventes à 3 € si on nous contacte à l'avance. Pour voir justement un film? Le potager de mon grand-père, c'est le deuxième opus de Martin Esposito, qui a fait précédemment Super Trash et qui l'a dédié un portrait à son grand-père qui se remet à jardiner, donc ça donne envie. D'accord, alors la découverte du jardin partagé, c'est samedi 4 juin de 8h30 à 13h30. Est-ce qu'il y aura une autre visite prévue par la suite? Totalement, en plus la météo n'étant pas très clémente, il y a des possibilités de report, donc s'il y a des personnes qui s'inscrivent, pas de souci, on programmera une autre date, et puis si vous avez manqué la date, pas de souci, on organisera d'autres événements de ce type. Merci beaucoup Marie Gouzian. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur le site de l'association Sem qui peut, qui s'affiche en bas de votre écran, vous y trouverez toutes les informations. Merci à vous. Et justement, nous passons au cinéma. C'est la 14e semaine en salle pour le documentaire de François Ruffin, Merci Patron, toujours diffusé dans 116 cinémas français. Le film compte déjà plus de 500 000 entrées. Il fera l'objet d'une projection exceptionnelle mercredi soir à l'Estaminet de Magny-les-Hameaux à 20h. La projection sera suivie d'un débat animé par Cyril Pocréo du journal Fakir. Merci Patron. C'est l'histoire de 2 salariés d'une usine du groupe LVMH dans une petite commune du nord de la France. L'usine délocalisée, monsieur et madame Clure, donc les 2 personnages principaux, se retrouvent au chômage et risquent de perdre leur mission. C'est alors qu'aidé de François Ruffin, il décide de s'adresser directement à Bernard Arnault, PDG du groupe, pour retrouver un emploi. C'est mercredi 1er juin à 20h à l'Estaminet de Magny-les-Hameaux. Il est temps à présent de passer à notre chronique. Ce soir, William L. est avec nous pour nous parler des dernières actions du département. Bonsoir William. Bonsoir Florane, tout à fait. Durant le mois de mai, plusieurs conventions ont été signées par le département en faveur de l'insertion sociale. On va commencer par le chantier EOL. Le 10 mai dernier, à Nanterre, la SNCF Réseau, l'agence Activity du département des Yvelines et le département des Hauts-de-Seine ont signé une convention sur l'emploi sur le chantier EOL. Alors, petite présentation de ce chantier titanesque de 55 km de long pour le prolongement du RER vers l'ouest parisien. Un chantier qui va générer plus de 80 000 emplois, dont 30 000 emplois directs entre le début des travaux en 2016 et sa mise en service en 2022 à Mantes-la-Jolie. On écoute Xavier Grouze, le directeur du projet.
L'objectif pour nous, c'est de signer une charte pour l'insertion des personnes en difficulté. Donc cette insertion vise les personnes qui sont les chômeurs de longue durée, les jeunes qui n'ont jamais accès à l'emploi et toutes les personnes qui ont vraiment du mal à trouver du travail. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, 7% des heures travaillées, c'est-à-dire 7% des heures des personnes sur le chantier seront réalisées par des personnes qui bénéficieront de cette clause d'insertion. 7%, c'est à la fois peu et beaucoup. C'est beaucoup pour une opération de cette taille-là et ça permettra vraiment à de nombreuses personnes aujourd'hui de revenir dans le monde du travail. Donc l'objectif premier, réinsérer les personnes les plus éloignées du monde du travail. Dans les Yvelines, c'est l'agence Activity qui sera chargée sur le territoire de repérer, recruter et envoyer en formation les allocataires qui seront susceptibles de travailler pour les entreprises du bâtiment sur ce chantier. Ce groupement d'intérêt public travaillera directement avec les acteurs locaux du monde du travail comme la CAF et Pôle emploi. En tout, ce sont 700 000 heures de travail que se répartiront les deux départements. Pour l'instant, il est difficile de donner un chiffre en termes de nombre de contrats, même si Pierre Bédier, le président du conseil départemental des Yvelines, qualifie cette démarche de socialement exemplaire. On l'écoute. C'est d'abord la démarche d'insertion professionnelle qui nous intéresse, puisque ce sera les attributaires du RSA yvelinois qui seront prioritaires pour l'accès aux 7% d'heures réservées sur le chantier au processus d'insertion. Donc c'est pour nous effectivement un moment important. Et puis c'est un moment aussi important parce qu'Éole va desservir le nord des Yvelines qui est le plus touché aujourd'hui par la crise économique et qui est donc la partie du département qui a le plus grand nombre de bénéficiaires du RSA. Alors donc ça, c'est l'une des conventions, mais ce n'est pas la seule, il y en a d'autres. Tout à fait, le département ne s'arrête pas là. 2 jours plus tard, c'était à Versailles, via l'agence Activity toujours, qu'ont été signées 3 autres conventions. La première avec l'État, la seconde avec Pôle emploi et la troisième avec la CAF. Et quels sont donc les objectifs de ces conventions ? Alors, le but, ça reste toujours le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA. Ici, ce sont 5000 bénéficiaires qui devraient être remis en activité sur les 31 000 que compte le département des Yvelines. Les 3 priorités seront de renforcer et personnaliser les parcours vers l'emploi, accroître le nombre d'offres d'insertion professionnelle et de s'appuyer sur les potentiels des territoires en coopérant étroitement avec les acteurs territoriaux. D'abord, le conseil départemental va ouvrir 500 emplois aidés. Donc ce ne sont pas des emplois définitifs, c'est une façon de remettre en situation de réussir des personnes qui aujourd'hui sont au chômage et ont perdu confiance en elles. Donc ce sont des contrats à durée limitée, des contrats de réinsertion. Donc l'objectif est donc d'aider les Yvelinois les plus en difficulté tout en réduisant le nombre d'allocataires du revenu de solidarité active. La CAF va quant à elle tripler le nombre d'accompagnements de familles monoparentales, passant ainsi à 3000 pour 2016. Entre Activity et Pôle emploi, c'est une collaboration qui permet une prise en charge simultanée. L'objectif est ici doublé. En 2015, 1600 personnes ont été suivies contre 3000 en 2016. Un accompagnement autant social que professionnel. Sur les 1600 bénéficiaires du RSA accompagnés en 2015 par le binôme Activity Pôle emploi, 33% d'entre eux ont pu obtenir soit un emploi, soit une formation en moins de 6 mois. Mais cette insertion sociale ne passe pas seulement par la création d'emplois. Non, justement, ici, l'agence Activity joue sur tous les tableaux. Dans le département des Yvelines, certaines zones rurales sont peu ou mal desservies par les transports. Le permis de conduire est donc obligatoire pour travailler. Un précieux sésame aujourd'hui difficile à obtenir, que ce soit à cause du coût de la formation ou de la difficulté de l'examen. Et c'est pour ça que la première auto-école sociale a été créée à Versailles en décembre dernier. Alors comment fonctionne cette auto-école sociale ? Alors ça vient d'une initiative du département qui a missionné l'association Sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et des adultes des Yvelines pour sa création. C'est grâce à un dispositif partenarial porté par le conseil départemental et soutenu par le Fonds social européen à hauteur de 200 000 euros que cette auto-école, la première dans les Yvelines, a pu voir le jour. Dans cette auto-école, la formation est peu coûteuse puisque seulement 250 € minimum sont demandés à chaque participant. Nous avons rencontré Sophie qui a bénéficié de cette formation. Dans une auto-école classique, on ne corrige pas, quoi. Ils ne nous disent pas nos erreurs. On corrige, oui, on a faux, mais on ne sait pas pourquoi. Alors qu'ici, ils nous expliquent pour quelles raisons on a faux, quoi.
Cette auto-école est donc adaptée au profil de chacun. Les groupes sont réduits pour l'apprentissage du code et les heures sont adaptées également en fonction de l'emploi du temps des participants. Depuis décembre 2015, 20 personnes ont débuté la formation et déjà 4 ont obtenu leur permis. Une réussite pour le département qui prévoit l'ouverture d'un second centre à Mantes-la-Jolie dans les mois à venir. Merci William pour toutes ces informations. On passe à présent au sport. Un équipement multisport a été inauguré à Maurepas ce samedi 28 mai par le maire de la commune Grégory Garestier. Alors volleyball, basketball ou football, le City Stade du Bois propose différentes activités. 3 appareils de musculation ont été installés, également un terrain synthétique aux abords de l'infrastructure sportive. Coût global de l'installation 60 000 €, un investissement justifié par le maire de Maurepas. On l'écoute. C'était un engagement déjà, une promesse de campagne. Et puis oui, ça fait partie aussi de développer le sport sur toute la ville, parce que c'est très important, surtout pour la santé et puis pour le bien-être des uns et des autres. Et puis ça va permettre également, comme je le disais, de développer des activités. Et c'était une demande donc, des Maurepasiens et donc on y répond. D'autres équipements vont arriver puisqu'il y a le skatepark qui est à côté qui va être également réaménagé et reconstruit, puisque dans le cadre du budget participatif 2016, les Maurepasiens ont fait le choix en priorité de ce nouvel équipement. C'est la fin de cette édition. Avant de nous quitter, cette information, la grève du 1er juin 2016, donc de demain, pourrait être moins suivie que la semaine passée dans les transports. À partir de ce soir et demain toute la journée, la compagnie SNCF prévoit 6 TGV sur 10 en circulation, ainsi que 4 Transiliens sur 10, un TER sur 2 et un Intercité sur 3. Il s'agit de la 8e journée de grève de la SNCF. Depuis le début du mois de mars, seulement 4 RERC sur 10 prennent le départ en moyenne demain. C'est même seulement un train sur 3 pour les lignes H, L et U. Prenez donc vos précautions. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, vous retrouvez Nicolas Kirillovitz pour le 7-8 Société. Objet du débat, le dépistage salivaire, un moyen efficace de lutter contre les addictions au lycée. Ce sera la question. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition du journal. Je vous souhaite une excellente soirée.